XIV. Et fin du roman. L'écrasement, aux dentelles, croissait de minute en minute. La grande exposition de blanc y triomphait, dans ses blancheurs les plus délicates et les plus chères. C'était la tentation aiguë, le coup de folie du désir, qui détraquait toutes les femmes. On avait changé le rayon en une chapelle blanche. Des tulles, des guipures, tombant de haut, faisaient un ciel blanc, un de ces voiles de nuages dont le fin réseau pâlit le soleil matinal. Autour des colonnes descendaient des volants de Malines et de Valenciennes, des jupes blanches de danseuses, déroulées en un frisson blanc jusqu'à terre. Puis, de toutes parts, sur tous les comptoirs, le blanc neigeait, les blondes espagnoles légères comme un souffle, les applications de Bruxelles avec leurs fleurs larges sur les mailles fines, les points à l'aiguille et les points de Venise au dessin plus lourd, les points d'Alençon et les dentelles de Bruges, d'une richesse royale et comme religieuse. Il semblait que le dieu du chiffon eût là son tabernacle blanc. Madame de Boves, après s'être longtemps promenée avec sa fille, rôdant devant les étalages, ayant le besoin sensuel d'enfoncer les mains dans les tissus, venait de se décider à se faire montrer du point d'Alençon par Deloche. D'abord, il avait sorti de l'imitation, mais elle avait voulu voir de l'Alençon véritable, et elle ne se contentait pas des petites garnitures à 300 francs le mètre. Elle exigeait les hauts volants à 1000, les mouchoirs et les éventails à 700 et 800. Bientôt, le comptoir fut couvert d'une fortune. Dans un coin du rayon, l'inspecteur Jouve, qui n'avait pas lâché madame de Boves, malgré l'apparente flânerie de cette dernière, se tenait immobile au milieu des poussées, l'attitude indifférente, l'œil toujours sur elle. « Et avez-vous des Berthes en point à l'aiguille ?» demanda la comtesse à Deloche. « Faites voir, je vous prie. » Le commis, qu'elle tenait depuis 20 minutes, n'osait résister, tellement elle avait grand air, avec sa taille et sa voix de princesse. Cependant, il fut pris d'une hésitation, car on recommandait aux vendeurs de ne pas amonceler ainsi les dentelles précieuses, et il s'était laissé voler 10 mètres de Malines la semaine précédente. Mais elle le troublait. Il céda, abandonna un instant le tas de points d'Alençon, pour prendre derrière lui, dans une case, les Berthes demandées. « Regarde donc, maman, disait Blanche, qui fouillait, à côté, un carton plein de petites Valenciennes à bas prix. On pourrait prendre de ça pour les oreillers. » Madame de Boves ne répondait pas. Alors la fille, en tournant sa face molle, vit sa mère, les mains au milieu des dentelles, en train de faire disparaître, dans la manche de son manteau, des volants de points d'Alençon. Elle ne parut pas surprise. Elle s'avançait pour la cacher d'un mouvement instinctif, lorsque Jouve, brusquement, se dressa entre elles. Il se penchait. Il murmurait à l'oreille de la comtesse, d'une voix polie, « Madame, veuillez me suivre. » Elle eut une courte révolte. « Mais pourquoi, monsieur ?»« Veuillez me suivre, madame, » répéta l'inspecteur sans élever le ton. Le visage ivre d'angoisse, elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Puis elle se résigna. Elle reprit son allure hautaine, marchant près de lui comme une reine qui daigne se confier aux bons soins d'un aide-de-camp. Pas une des clientes entassées là ne s'était même aperçue de la scène. Deloche, revenu devant le comptoir avec les Berthes, la regardait emmener, bouche béante. Comment? Celle-là aussi? Cette dame si noble s'était allée fouiller toutes. Et Blanche, qu'on laissait libre, suivait de loin sa mère, s'attardait au milieu de la houle des épaules, livide, partagée entre le devoir de ne pas l'abandonner et la terreur d'être gardée avec elle. Elle la vit entrer dans le cabinet de Bourdoncle. Elle se contenta de rôder devant la porte. Justement, Bourdoncle, dont Mouret venait de se débarrasser, était là. D'habitude, il prononçait sur ces sortes de vols commis par des personnes honorables. Depuis longtemps,
Jouve, qui guettait celle-ci, lui avait fait part de ses doutes. Aussi ne fut-il pas étonné lorsque l'inspecteur le mit au courant d'un mot. Du reste, des cas si extraordinaires lui passaient par les mains qu'il déclarait la femme capable de tout, dès que la rage du chiffon l'emportait. Comme il n'ignorait pas les rapports mondains du directeur avec la voleuse, il montra lui aussi une politesse parfaite. « Madame, nous excusons ces moments de faiblesse. Je vous en prie, considérez où un pareil oubli de vous-même pourrait vous conduire. Si quelque autre personne vous avait vu glisser ses dentelles, mais elle l'interrompit avec indignation. Elle, une voleuse? Pour qui la prenait-il? Elle était la comtesse de Boves. Son mari, inspecteur général des haras, allait à la cour. Je sais, madame, répétait paisiblement Bourdoncle. J'ai l'honneur de vous connaître. Veuillez d'abord rendre les dentelles que vous avez sur vous. Elle se récria de nouveau. Elle ne lui laissait plus dire une parole, belle de violence, osant jusqu'aux larmes de la grande dame outragée. Tout autre que lui, ébranlé, aurait craint quelque méprise déplorable, car elle le menaçait de s'adresser aux tribunaux pour venger une telle injure. « Prenez garde, monsieur, mon mari ira jusqu'au ministre. »« Allons, vous n'êtes pas plus raisonnable que les autres, » déclara Bourdoncle, impatienté. « On va vous fouiller, puisqu'il le faut. » Elle ne broncha pas encore. Elle dit, avec son assurance superbe. « C'est ça, fouillez-moi. Mais je vous en avertis, vous risquez votre maison. » Jouve alla chercher deux vendeuses des corsets. Quand il revint, il avertit Bourdoncle que la demoiselle de cette dame, laissée libre, n'avait pas quitté la porte, et il demandait s'il fallait l'empoigner, elle aussi, bien qu'il ne l'eût rien vu prendre. L'intéressé, toujours correct, décida, au nom de la morale, qu'on ne la ferait pas entrer, pour ne point forcer une mère à rougir devant sa fille. Cependant, les deux hommes se retirèrent dans une pièce voisine, tandis que les vendeuses fouillaient la comtesse et lui ôtaient même sa robe, afin de visiter sa gorge et ses hanches. Outre les volants de poing d'Alençon, 12 mètres à 1000 francs, cachés au fond d'une manche, elles trouvèrent, dans la gorge, aplati et chaud, un mouchoir, un éventail, une cravate, en tout pour 14 000 francs de dentelle environ. Depuis 1 an, madame de Boves volait ainsi, ravagée d'un besoin furieux, irrésistible. Les crises empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence, emportant tous les raisonnements de prudence, se satisfaisant avec une jouissance d'autant plus âpre qu'elle risquait, sous les yeux d'une foule, son nom, son orgueil, la haute situation de son mari. Maintenant que ce dernier lui laissait vider ses tiroirs, elle volait avec de l'argent plein sa poche. Elle volait pour voler, comme on aime pour aimer, sous le coup de fouet du désir, dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvis avaient développé en elle autrefois, à travers l'énorme et brutale tentation des grands magasins. « C'est un guet-apens !» cria-t-elle, lorsque Bourdoncle et Jouve rentrèrent. « On a glissé ces dentelles sur moi. Oh, devant Dieu, je le jure !» À présent, elle pleurait des larmes de rage, tombée sur une chaise, suffoquant dans sa robe mal rattachée. L'intéressé renvoya les vendeuses. Puis, il reprit de son air tranquille. « Nous voulons bien, madame, étouffer cette fâcheuse affaire, par égard pour votre famille. Mais auparavant, vous allez signer un papier ainsi conçu. J'ai volé des dentelles au bonheur des dames. Et le détail des dentelles et la date du jour. Du reste, je vous rendrai ce papier, dès que vous m'apporterez 2000 francs pour les pauvres. » Elle s'était relevée, elle déclara dans une révolte nouvelle. « Jamais je ne signerai cela, j'aime mieux mourir. »« Vous ne mourrez pas, madame, seulement je vous préviens que je vais envoyer chercher le commissaire de police. » Alors, il y eut une scène affreuse. Elle l'injuriait, elle bégayait que c'était lâche à des hommes de torturer ainsi une femme. Sa beauté de Junon, son grand corps majestueux se fondait dans une fureur de poissarde. Puis elle voulut essayer de l'attendrissement.
Elle les suppliait au nom de leur mère. Elle parlait de se traîner à leurs pieds. Et, comme il restait froid, bronzé par l'habitude, elle s'assit tout d'un coup, écrivit d'une main tremblante. La plume crachait, les mots, jets volés, appuyés rageusement, faillirent crever le papier mince, tandis qu'elle répétait, la voix étranglée. « Voilà, monsieur, je cède à la force. » Bourdoncle prit le papier, le plia soigneusement, l'enferma devant elle dans un tiroir, en disant « Vous voyez qu'il est en compagnie, car ces dames, après avoir parlé de mourir plutôt que de les signer, négligent généralement de venir reprendre leurs billets doux. Enfin, je le tiens à votre disposition. Vous jugerez s'il vaut 2000 francs. » Elle achevait de rattacher sa robe. Elle retrouvait toute son arrogance, maintenant qu'elle avait payé. « Je puis sortir ?» demanda-t-elle d'un ton bref. Déjà, Bourdoncle s'occupait d'autre chose. Sur le rapport de Jouve, il décidait le renvoi de Deloche. Ce vendeur était stupide, il se laissait continuellement voler, jamais il n'aurait d'autorité sur les clientes. Madame de Boves répéta sa question, et, comme il la congédiait d'un signe affirmatif, elle les enveloppa tous deux d'un regard d'assassin. Dans le flot de gros mots qu'elle renfonçait, un cri de mélodrame lui vint aux lèvres. « Misérable !» dit-elle en faisant claquer la porte. Cependant, Blanche ne s'était pas éloignée du cabinet. Son ignorance de ce qui se passait là-dedans, les allées et venues de Jouve et des deux vendeuses, la bouleversait, évoquait les gendarmes, la cour d'assises, la prison. Mais elle resta béante. Valagnosc était devant elle, ce mari d'un mois dont le tutoiement la gênait encore, et il la questionnait en s'étonnant de sa stupeur. « Où est ta mère ? Vous vous êtes perdue ? Voyons, réponds-moi, tu m'inquiètes. » Pas un mensonge raisonnable ne lui venait aux lèvres. Dans sa détresse, elle dit tout à voix basse. « Maman, elle a volé. » « Comment ? Volé ?» Enfin, il comprit. La face bouffie de sa femme, ce masque blême, ravagé par la peur, l'épouvantait. « De la dentelle, comme ça, dans sa manche, » continuait-elle à balbutier. « Tu l'as donc vue ? Tu regardais ?» murmura-t-il, glacé de la sentir complice. Ils durent se taire. Des personnes déjà tournaient la tête. Une hésitation pleine d'angoisse tint Valagnosc immobile un moment. Que faire ? Et il se décidait à entrer chez Bourdoncle, lorsqu'il aperçut Mouret qui traversait la galerie. Il ordonna à sa femme de l'attendre, il saisit le bras de son vieux camarade, qu'il mit au courant en paroles entrecoupées. Celui-ci s'était hâté de le mener dans son cabinet, où il le tranquillisa sur les suites possibles. Il lui assurait qu'il n'avait pas besoin d'intervenir. Il expliquait de quelle façon les choses allaient certainement se passer, sans paraître lui-même s'émouvoir de ce vol, comme s'il l'avait prévu depuis longtemps. Mais Valagnosc, lorsqu'il ne craignit plus une arrestation immédiate, n'accepta pas l'aventure avec cette belle tranquillité. Il s'était abandonné au fond d'un fauteuil, et maintenant qu'il pouvait raisonner, il se répandait en lamentations sur son propre compte. Était-ce possible ? Voilà qu'il était entré dans une famille de voleuses. Un mariage stupide qu'il avait bâclé, afin d'être agréable au père. Surpris de cette violence d'enfant maladif, Mouret le regardait pleurer, en se rappelant l'ancienne pose de son pessimisme. Ne lui avait-il pas entendu soutenir 20 fois le néant final de la vie, où il ne trouvait que le mal d'un peu drôle ? Aussi, pour le distraire, s'amusa-t-il une minute à lui prêcher l'indifférence sur un ton de plaisanterie amicale. Et, du coup, Valagnosc se fâcha. Il ne pouvait décidément rattraper sa philosophie compromise. Toute son éducation bourgeoise repoussait en indignation vertueuse contre sa belle-mère. Dès que l'expérience tombait sur lui, au moindre effleurement de la misère humaine, dont il ricanait à froid, le sceptique fanfaron s'abattait et saignait.
C'était abominable. On traînait dans la boue l'honneur de sa race. Le monde semblait en craquer. Allons, calme-toi, conclut Mouret, pris de pitié. Je ne te dirai plus que tout arrive et que rien n'arrive, puisque cela n'a pas l'air de te consoler en ce moment. Mais je crois que tu devrais aller donner ton bras à madame de Boves, ce qui serait plus sage que de faire un scandale. Que diable! Toi qui professais le flegme du mépris devant la canaillerie universelle. Tiens, cria naïvement Valagnosc, quand ça se passe chez les autres. Cependant, il s'était levé. Il suivit le conseil de son ancien condisciple. Tous deux retournaient dans la galerie lorsque madame de Boves sortit de chez Bourdoncle. Elle accepta avec majesté le bras de son gendre, et comme Mouret la saluait d'un air galamment respectueux, il l'entendit qui disait « Ils m'ont fait des excuses. Vraiment, ces méprises sont épouvantables. » Blanche les avait rejoints, et elle marchait derrière eux. Ils se perdirent lentement dans la foule. Alors, Mouret, seul et songeur, traversa de nouveau les magasins. Cette scène, qui l'avait distrait du combat dont il était déchiré, augmentait sa fièvre maintenant, déterminait en lui la lutte suprême. Tout un rapport vague s'élevait dans son esprit. Le vol de cette malheureuse, cette folie dernière de la clientèle conquise, abattue aux pieds du tentateur, évoquait l'image fière et vengeresse de Denise, dont il sentait sur sa gorge le talon victorieux. Il s'arrêta en haut de l'escalier central, il regarda longtemps l'immense nef où s'écrasait son peuple de femmes. 6 heures allaient sonner, le jour qui baissait au dehors se retirait des galeries couvertes, noires déjà, pâlissait au fond des halls, envahies de lentes ténèbres, et, dans ce jour mal éteint encore, s'allumaient, une à une, des lampes électriques, dont les globes d'une blancheur opaque constellaient de lune intense les profondeurs lointaines des comptoirs. C'était une clarté blanche, d'une aveuglante fixité, épandue comme une réverbération d'astres décolorés, et qui tuait le crépuscule. Puis, lorsque toutes brûlèrent, il y eut un murmure ravi de la foule. La grande exposition de blanc prenait une splendeur féerique d'apothéose sous cet éclairage nouveau. Il sembla que cette colossale débauche de blanc brûlait elle aussi, devenait de la lumière. La chanson du blanc s'envolait dans la blancheur enflammée d'une aurore. Une lueur blanche jaillissait des toiles et des calicots de la galerie Monsigny, pareille à la bande vive qui blanchit le ciel la première, du côté de l'Orient, tandis que, le long de la galerie Michaudière, la mercerie et la passementerie, les articles de Paris et les rubans jetaient des reflets de coteaux éloignés, l'éclair blanc des boutons de nacre, des bronzes argentés et des perles. Mais la nef centrale surtout chantait le blanc trempé de flammes. Les bouillonnés de mousseline blanche autour des colonnes, les basins et les piquets blancs qui drapaient les escaliers, les couvertures blanches accrochées comme des bannières, les guipures et les dentelles blanches volant dans l'air, ouvraient un firmament du rêve, une trouée sur la blancheur éblouissante d'un paradis où l'on célébrait les noces de la reine inconnue. La tente du hall des soieries en était l'alcôve géante avec ses rideaux blancs, ses gazes blanches, ses tulles blancs, dont l'éclat défendait contre les regards la nudité blanche de l'épousée. Il n'y avait plus que cet aveuglement, un blanc de lumière où tous les blancs se fondaient, une poussière d'étoiles neigeant dans la clarté blanche. Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes au milieu de ces flamboiements. Les ombres noires s'enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles. De longs remous brisaient la cohue. La fièvre de cette journée de grande vente passait comme un vertige, roulant la houle désordonnée des têtes. On commençait à sortir. Le saccage des étoffes jonchait les comptoirs. L'or sonnait dans les caisses, tandis que la clientèle, dépouillée, violée, s'en allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la sourde honte d'un désir contenté au fond d'un hôtel louche. C'était lui,
qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement continu de marchandises, par sa baisse des prix et ses rendus, sa galanterie et sa réclame. Il avait conquis les mers elles-mêmes, il régnait sur toutes avec la brutalité d'un despote dont le caprice ruinait des ménages. Sa création apportait une religion nouvelle. Les églises, que désertait peu à peu la foi chancelante, étaient remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les heures vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu'elle vivait jadis au fond des chapelles. Dépense nécessaire de passion nerveuse, lutte renaissante d'un Dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps, avec l'au-delà divin de la beauté. S'il avait fermé ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu des dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l'autel. Dans leur luxe accru depuis 10 ans, il les voyait, malgré l'heure, s'entêter au travers de l'énorme charpente métallique, le long des escaliers suspendus et des ponts volants. Madame Marty et sa fille, emportées au plus haut, vagabondaient parmi les meubles. Retenue par son petit monde, Madame Bourdelais ne pouvait s'arracher des articles de Paris. Puis venait la bande, Madame de Boves, toujours au bras de Valagnosc, et suivie de Blanche, s'arrêtant à chaque rayon, osant regarder encore les étoffes de son air superbe. Mais, de la clientèle entassée, de cette mer de corsages gonflés de vie, battant de désir, tous fleuris de bouquets de violettes, comme pour les noces populaires de quelques souveraines, il finit par ne plus distinguer que le corsage nu de Madame Desforges, qui s'était arrêtée à la ganterie avec Madame Guibal. Malgré sa rancune jalouse, elle aussi achetait, et il se sentit le mettre une dernière fois. Il les tenait à ses pieds, sous l'éblouissement des feux électriques, ainsi qu'un bétail dont il avait tiré sa fortune. D'un pas machinal, Mouret suivit les galeries, tellement absorbé qu'il s'abandonnait à la poussée de la foule. Quand il leva la tête, il était dans le nouveau rayon des modes, dont les glaces donnaient sur la rue du 10 décembre. Et là, le front contre le verre, il fit encore une halte. Il regarda la sortie. Le soleil couchant jaunissait le faîte des maisons blanches. Le ciel bleu de cette belle journée pâlissait, rafraîchi d'un grand souffle pur. Tandis que, dans le crépuscule qui noyait déjà la chaussée, les lampes électriques du bonheur des dames jetaient cet éclat fixe des étoiles allumées sur l'horizon, au déclin du jour. Vers l'opéra et vers la bourse s'enfonçait le triple rang des voitures immobiles, gagnées par l'ombre, et dont les harnais gardaient des reflets de vive lumière, l'éclair d'une lanterne, l'étincelle d'un mort argenté. À chaque seconde, un appel de garçon en livrée retentissait, et un fiacre avançait, un coupé se détachait, prenait une cliente, puis s'éloignait d'un trot sonore. Les queues diminuaient maintenant. 6 voitures roulaient de front, d'un bord à l'autre, au milieu des battements de portières, des claquements de fouet, du bourdonnement des piétons qui débordaient parmi les roues. Il y avait comme un élargissement continu, un rayonnement de la clientèle, remportée aux 4 points de la cité, vidant les magasins avec la clameur ronflante d'une écluse. Cependant, les toitures du bonheur, les grandes lettres d'or des enseignes, les bannières hissées en plein ciel, flambaient toujours au reflet de l'incendie du couchant, si colossal dans cet éclairage oblique qu'elles évoquaient le monstre des réclames, le phalanstère dont les ailes multipliées sans cesse dévoraient les quartiers, jusqu'aux bois lointains de la banlieue. Et l'âme épandue de Paris, un souffle énorme et doux, s'endormait dans la sérénité du soir, courait en longues et molles caresses sur les dernières voitures, filant par la rue peu à peu déblayée de foule, tombée au noir de la nuit. Mouret, les regards perdus, venait de sentir passer en lui quelque chose de grand, et, dans ce frisson du triomphe dont tremblait sa chair, en face de Paris dévoré et de la femme conquise, il éprouva une faiblesse soudaine,
une défaillance de sa volonté qui le renversait à son tour, sous une force supérieure. C'était un besoin irraisonnable d'être vaincu dans sa victoire, le non-sens d'un homme de guerre pliant sous le caprice d'un enfant au lendemain de ses conquêtes. Lui qui se débattait depuis des mois, qui le matin encore jurait d'étouffer sa passion, cédait tout d'un coup, saisi du vertige des hauteurs, heureux de faire ce qu'il croyait être une sottise. Sa décision, si rapide, avait pris d'une minute à l'autre une telle énergie qu'il ne voyait plus qu'elle d'utile et de nécessaire dans le monde. Le soir, après la dernière table, il attendit dans son cabinet. Frémissant comme un jeune homme qui va jouer son bonheur, il ne pouvait rester en place. Il retournait sans cesse à la porte pour prêter l'oreille aux rumeurs des magasins où les commis faisaient le déplier enfoncé jusqu'aux épaules dans le saccage de la vente. À chaque bruit de pas, son cœur battait, et il eut une émotion. Il se précipita, car il avait entendu au loin un sourd murmure, peu à peu grossi. C'était l'approche lente de l'homme, chargé de la recette. Ce jour-là, elle pesait si lourd, il y avait tellement du cuivre et de l'argent dans le numéraire encaissé, qu'il s'était fait accompagner par 2 garçons. Derrière lui, Joseph et un de ses collègues pliaient sous les sacs, des sacs énormes, jetés comme des sacs de plâtre sur leur dos, tandis que, marchant le premier, il portait les billets et l'or, un portefeuille gonflé de papier, 2 sacoches pendues à son cou, dont le poids le tirait à droite, du côté de son bras coupé. Et lentement, suant et soufflant, il venait du fond des magasins, à travers l'émotion grandissante des vendeurs. Les gants et la soie s'étaient offerts en riant pour le soulager. La draperie et les lainages souhaitaient un faux pas qui aurait semé l'or aux 4 coins des rayons. Puis il avait dû monter un escalier, s'engager sur un pont volant, monter encore, tourner dans les charpentes, où les regards du blanc, de la bonnetterie, de la mercerie le suivaient, bâillant d'extase devant cette fortune voyageant en l'air. Au premier, les confections, la parfumerie, les dentelles, les châles s'étaient rangés avec dévotion, comme sur le passage du bon Dieu. De proche en proche, le brouhaha s'élevait, devenait une clameur de peuple saluant le veau d'or. Cependant, Mouret avait ouvert la porte. L'homme parut, suivi des 2 garçons, qui chancelaient, et, hors d'haleine, il eut encore la force de crier. 1 247 francs, 95 centimes. Enfin, c'était le million ramassé en un jour, le chiffre dont Mouret avait longtemps rêvé. Mais il eut un geste de colère. Il dit avec impatience, de l'air déçu d'un homme dérangé dans son attente par un importun. 1 million. Eh bien, mettez-le là. L'homme savait qu'il aimait ainsi avoir sur son bureau les fortes recettes, avant qu'on les déposât à la caisse centrale. Le million couvrit le bureau, écrasa les papiers, faillit renverser l'encre, et l'or, et l'argent, et le cuivre, coulant des sacs, crevant des sacoches, faisait un gros tas, le tas de la recette brute, telle qu'elle sortait des mains de la clientèle, encore chaude et vivante. Au moment où le caissier se retirait, navré de l'indifférence du patron, Bourdoncle arriva en criant gaiement. « Hein ? Nous le tenons cette fois. Il est décroché, le million. » Mais il remarqua la préoccupation fébrile de Mouret. Il comprit et se calma. Une joie avait allumé son regard. Après un court silence, il reprit. « Vous vous êtes décidé, n'est-ce pas ? Mon Dieu, je vous approuve. » Brusquement, Mouret s'était planté devant lui, et, de sa voix terrible des jours de crise, « Dites donc, mon brave, vous êtes trop gai, n'est-ce pas ? Vous me croyez fini, et les dents vous poussent. Méfiez-vous, on ne me mange pas, moi. »
Décontenancé par la rude attaque de ce diable d'homme qui devinait tout, Bourdoncle balbutia. « Quoi donc? Vous plaisantez? Moi qui ai tant d'admiration pour vous. »« Ne mentez pas, » reprit Mouret plus violemment. « Écoutez, nous étions stupides avec cette superstition que le mariage devait nous couler. Est-ce qu'il n'est pas la santé nécessaire, la force et l'ordre même de la vie? Eh bien, oui, mon cher, je l'épouse, et je vous flanque tous à la porte si vous bougez. Parfaitement. Vous passerez comme un autre à la caisse, Bourdoncle. » D'un geste, il le congédiait. Bourdoncle se sentit condamné, balayé dans cette victoire de la femme. Il s'en alla. Denise entrait, justement, et il s'inclina dans un salut profond, la tête perdue. « Enfin, c'est vous, » dit Mouret doucement. Denise était pâle d'émotion. Elle venait d'éprouver un dernier chagrin. Deloche lui avait appris son renvoi, et, comme elle essayait de le retenir, en offrant de parler en sa faveur, il s'était obstiné dans sa malchance. Il voulait disparaître. À quoi bon rester? Pourquoi aurait-il gêné les gens heureux? Denise lui avait dit un adieu fraternel, gagné par les larmes. Elle-même n'aspirait-elle pas à l'oubli? Tout allait finir. Elle ne demandait plus à ses forces épuisées que le courage de la séparation. Dans quelques minutes, si elle était assez vaillante pour s'écraser le cœur, elle pourrait s'en aller seule, pleurer au loin. « Monsieur, vous avez désiré me voir, » dit-elle de son air calme. « Du reste, je serais venue vous remercier de toutes vos bontés. » En entrant, elle avait aperçu le million sur le bureau et l'étalage de cet argent la blessait. Au-dessus d'elle, comme s'il eût regardé la scène, le portrait de madame Hédouin, dans son cadre d'or, gardait l'éternel sourire de ses lèvres peintes. « Vous êtes toujours résolu à nous quitter ?» demanda Mouret, dont la voix tremblait. « Oui, monsieur, il le faut. » Alors, il lui prit les mains. Il dit, dans une explosion de tendresse, après la longue froideur qu'il s'était imposée. « Et si je vous épousais, Denise, partiriez-vous » Mais elle avait retiré ses mains. Elle se débattait comme sous le coup d'une grande douleur. « Oh, monsieur Mouret, je vous en prie, taisez-vous. Oh, ne me faites pas plus de peine encore. Je ne peux pas, je ne peux pas. Dieu est témoin que je m'en allais pour éviter un malheur pareil. » Elle continuait de se défendre par des paroles entrecoupées. N'avait-elle pas trop souffert déjà des commérages de la maison? Voulait-il donc qu'elle passât aux yeux des autres et à ses propres yeux pour une gueuse? Non, non, elle aurait de la force, elle l'empêcherait bien de faire une telle sottise. Lui, torturé, l'écoutait, répétait avec passion. « Je veux, je veux. Non, c'est impossible. Et mes frères, j'ai juré de ne point me marier, je ne puis vous apporter 2 enfants, n'est-ce pas? Ils seront aussi mes frères. Dites oui, Denise. Non, non. Laissez-moi, vous me torturez. » Peu à peu, il défaillait. Ce dernier obstacle le rendait fou. Et quoi? Même à ce prix, elle se refusait encore. Au loin, il entendait la clameur de ses 3000 employés, remuant à plein bras sa royale fortune. Et ce million imbécile qui était là, il en souffrait comme d'une ironie, il l'aurait poussé à la rue. « Partez donc !» cria-t-il dans un flot de larmes. « Allez retrouver celui que vous aimez. C'est la raison, n'est-ce pas? Vous m'aviez prévenu. Je devrais le savoir et ne pas vous tourmenter davantage. » Elle était restée saisie devant la violence de ce désespoir. Son cœur éclatait. Alors, avec une impétuosité d'enfant, elle se jeta à son cou, sanglota elle aussi, en bégayant. « Oh, monsieur Mouret, c'est vous que j'aime !» Une dernière rumeur monta du bonheur des dames, l'acclamation lointaine d'une foule. Le portrait de madame Hédouin souriait toujours de ses lèvres peintes. Mouret était tombé assis sur le bureau,
dans le million qu'il ne voyait plus. Il ne lâchait pas Denise, il la serrait éperdument sur sa poitrine, en lui disant qu'elle pouvait partir maintenant, qu'elle passerait un mois à Valognes, ce qui fermerait la bouche du monde, et qu'il irait ensuite l'y chercher, lui-même, pour l'en ramener à son bras, toute puissante.